Super, donc merci. Je vais faire la suite de ce que j'ai commencé à présenter la semaine dernière, donc comment se préparer ou préparer la reprise, et tout ça sur le modèle effectual. Je vais passer très très vite sur ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, on sait que, pardon, on prévoit la reprise en 3 étapes. Donc, d'abord faire l'état des lieux de ce qu'on a dans son frigo, co-construire avec son écosystème, et puis réorganiser à la fois le travail et l'entreprise pour y faire face. Donc, le modèle effectual, 5 principes: faire avec les ressources disponibles qu'on a tout de suite, raisonner en perte acceptable, le pourquoi pas, plutôt que nécessairement, comme en temps habituel, essayer de peser les gains attendus. Un processus forcément participatif, tirer bon profit des mauvaises surprises, et puis se créer le contexte favorable pour faire l'avenir plutôt que d'essayer de le deviner ou de le subir. Donc les deux modèles coexistent, okay, chacun bien sûr ses intérêts. Dans le premier, dans un monde certain ou prévisible, on définit un objectif, on agit sur les gains attendus, on définit les rôles, on évite les surprises, on essaie de régler les problèmes quand ils arrivent. Dans le modèle effectual, qui est beaucoup plus adapté dans un monde incertain, on va démarrer avec ce qu'on a, donc obtenir des engagements, donc tirer les parties des surprises, et puis fonctionner en fait sur ce principe-là. Comment va se faire la reprise? On n'essaie pas de deviner le futur, mais on sait qu'il y aura plusieurs cas de figure. Ceux qui vont reprendre tout de suite pratiquement au niveau où c'était avant, donc retour, on va dire, quasiment à la normale. Pour d'autres, la reprise, ce n'est pas forcément un retour à la normale, mais une remontée progressive de l'activité qui va arriver à un niveau ou à un autre. Pour certains, ça va être plutôt en dents de scie, des hauts et des bas, parce qu'on va s'adapter aux conditions du moment qui vont évoluer, qui vont changer, des choses qui vont fonctionner, d'autres qui vont fonctionner moins, mais qui peuvent aller encore plus loin où là on était avant. Et puis malheureusement, pour certains, ça peut être le cas. On a prévu la reprise, mais finalement, la conjoncture n'est pas favorable, on n'a pas l'écosystème qu'il faut pour nous porter, et ça peut se terminer malheureusement pas aussi bien qu'on pouvait l'attendre. Donc, pour l'état des lieux, ça c'était déjà fait la première fois. En gros, lister, au lieu de lister ce qu'on a comme produit fini ou service d'une offre, lister ce qu'on a comme compétences, comme talent, comme savoir-faire, comme actifs, comme ressources. Donc, on met tout ça en évidence, c'est tout un exercice à faire. Et avoir des conversations, donc j'insiste bien sur le mot conversation, avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires stratégiques, et tout ça pour mettre en évidence leurs préoccupations qui vont faire émerger des besoins et des problèmes, éventuellement leur niveau d'activité du moment, parce que ça peut varier et ça va être un peu en accordéon pour pas mal de secteurs, on prévoit ça pour l'avenir, et puis partager avec eux ou leur faire exprimer quels sont leurs projets et leurs visions. Du coup, toute une attitude qui consiste à ne plus vendre directement comme on faisait avant, mais de se positionner comme disponible, bienveillant et proposer son aide. Donc là, la deuxième partie, donc co-construire, dans le même principe. Donc co-construire, c'est d'abord obtenir des engagements. Alors comment on obtient les engagements? Par ces conversations ouvertes, on va poser des questions qui vont faire émerger des besoins. Surtout, important dans la théorie de l'engagement, obtenir une confirmation du partenaire en question, c'est-à-dire leur faire valider à la fois l'importance et la pertinence du sujet, et puis proposer de chercher ensemble, et tout le point ici, c'est de faire ensemble. Donc du coup, ne pas essayer de convaincre, ce qui serait exactement vendre, mais les laisser se convaincre, donc proposer de l'aide. Et dans la démarche donc engageante, du coup, on ne va pas passer son temps à expliquer ce qu'on va faire, mais plutôt essayer de les impliquer. Donc tout le principe dans la co-construction. Et la théorie derrière, c'est que dans chacun d'entre nous, il y a le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est monsieur rationnel. Donc lui, il va évaluer, il va agir plutôt sur du rationnel. Et monsieur intuitif qui, lui, sent qu'il y a un truc à faire. Et pour monsieur rationnel, ça marche beaucoup mieux quand on a des critères de décision à moins de 5 paramètres. Donc les études le montrent. Quand on a plus de 10 paramètres avec de l'incertitude, eh ben, il faut parler à monsieur intuitif. Et du coup, on a un engagement sans nécessairement avoir à passer par la case convaincre. Donc la suite de ça, c'est quoi? Ben, c'est la phrase magique que beaucoup d'entre vous ont déjà entendue de ma part. Quelle est l'opération qu'on peut monter ensemble demain? Et quand je dis demain, dans le contexte, c'est aujourd'hui. Donc chaque mot est pesé.
Donc, une opération, c'est pas forcément bien défini, mais ça veut dire qu'on fait quelque chose et on le monte ensemble. Donc, tout le point, c'est de formuler ou de faire émerger des offres communément. Donc, comment on fait émerger ces offres? Ben, c'est tout simplement la solution au problème identifié. Et on va lister d'un côté ces fameuses ressources, le savoir-faire, les compétences qu'on a, et de l'autre, les besoins, les demandes, les nouvelles spécifications. Et on va faire tout simplement du matchmaking qui va aboutir à mettre face à face les ressources que chacun a, que ce soit des moyens humains, des moyens matériels ou des réseaux ou des contacts. Okay, et dans ce partage, on va se mettre déjà tout de suite à l'action pour coproduire. Alors, coproduire, il y a plusieurs façons de le faire. Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez la méthode agile qui peut s'appliquer à plein d'autres secteurs. Définition, simplement, c'est une implication directe du client ou du partenaire dans le processus. Le développement va se faire d'une façon, en fait, à être itératif, adaptif et dynamique. Et vous connaissez sans doute ce cercle vertueux. On commence par une rencontre, on planifie, on design, on développe, on teste, on évalue, on se revoit à nouveau. Et par une série d'itérations, on finit par avoir quelque chose qui convient en un minimum de temps. Après, une fois qu'on a dit ça, comment on organise le travail ou l'organisation? En fait, ça paraît simple, mais je pense qu'aujourd'hui, on va devoir composer avec plein de paramètres. Donc, puisqu'on a des multicritères qu'il faut prendre en compte, je les résume encore une fois. Ça, c'est l'objet d'un atelier de travail. Donc, je vais organiser un workshop sans doute la semaine prochaine, beaucoup plus long à ce sujet. Peut-être que si ça vous intéresse, on passera l'invitation. En tout cas, les multicritères, c'est d'abord la nature de l'activité. Pour certains, ce sera l'activité identique à avant. Pour d'autres, ce sera une extension de leur activité historique. Ou pour d'autres encore, ce sera totalement en rupture, une innovation qui peut être que temporaire ou plus durable. Donc, selon la viabilité de l'opportunité. L'offre, elle peut, en tant que produit-service, être aussi identique ou pas. Le business model peut être différent. La façon de faire son marketing ou la vente peuvent aussi changer. Donc, encore des paramètres à prendre en compte. Et puis, de nouvelles contraintes. Toute la chaîne, la supply chain, qui peut avoir changé en fonction de la disponibilité du moment. Encore une fois, on fait dans le moment présent en fonction de ce qu'on a, de ce qui est disponible, de ce qui est fiable aussi, parce que certaines chaînes ne vont pas être aussi fiables qu'avant, pour plein de raisons, on peut imaginer. De nouvelles normes, que ce soit des normes d'hygiène ou des normes réglementaires. Et quand je dis le lieu de travail, ça peut être le lieu de travail lui-même, c'est-à-dire l'usine, les plateformes logistiques pour certains, ou tout simplement le lieu où se trouvent les collaborateurs. Ils sont équipés, pas équipés, ils ont les outils qu'il faut, ou la façon de faire qu'il faut pour collaborer avec d'autres qui sont à distance, les décalages horaires, enfin, vous imaginez plein de contraintes, ce qui rend l'organisation du travail pas si simple que ça. Du coup, comment on fait? On est encore dans la simplicité, comme vous me connaissez aussi sur les métaphores, comment on prépare à manger le soir pour l'effectuation. L'allocation des ressources disponibles, donc ce que je préconise, c'est de faire un truc hyper simple. C'est surtout pas l'organigramme qui va vous dire qui va faire quoi, okay, parce que les titres ne sont plus tout à fait révélateurs ou qui ne correspondent pas à ce que les gens vont faire. Et la recommandation, c'est d'être très explicite sur les listes de tâches nécessaires, et ça c'est pour l'entreprise. Une tâche, c'est un sujet, un verbe, un complément, donc autant détaillé que possible, qui vont définir pour chacun les rôles et responsabilités, qui sont un bouquet de tâches. Et sur le plan individuel, donc pour les individus, ce sera un plan d'action, c'est-à-dire ils peuvent être soit responsables d'une tâche, ou ils peuvent être impliqués à faire une tâche, et du coup, il y a toujours un référent par tâche au niveau de l'entreprise, et puis le reste, c'est un plan d'action qui se décline pour que chacun puisse définir dans la grande mission, sa mission et son job du moment. Et tout ça, bien sûr, ne peut fonctionner de façon dynamique et réactive que si on a un bon suivi de l'évolution, des tableaux de bord appropriés et des indicateurs de progression partagés avec le plus grand nombre de personnes possible. Sinon, mes recommandations, c'est souvent de les partager avec tout le monde, parce que l'intelligence collective, quand on lui donne sa place, est beaucoup plus puissante que les sachants qui vont dire aux autres ce qu'il faut faire. Et vous connaissez sans doute ma formule magique de performance. La performance est égale au potentiel moins les interférences. Souvent, on pense au potentiel pour s'équiper de ce qu'il faut, en savoir-faire, en méthode de travail, etc. On oublie, très souvent d'ailleurs, qu'il y a plein d'interférences, des interférences qui peuvent
impacter la performance personnelle ou la performance collective, les interférences par un manque d'organisation, un manque de clarté dans les directives, un manque d'accompagnement, etc. Donc pensez bien, la performance, c'est pas simplement mettre les bons ingrédients, mais c'est aussi diminuer les interférences qui peuvent la réduire. Joe, il te Et reste finalement, 1 minute, désolé. ben c'est parfait. Ma métaphore là-dessus, c'est la fameuse réunion de famille. Et vous allez dire, oh là là, ces fameuses réunions de famille, on se retrouve à 4 générations avec les cousins issus de Germain et tout ça. Et comment ça va se passer? Eh ben, une fois qu'on a identifié les besoins, si on fait participer chacun sur la base du volontariat et on choisit le meilleur habilité à faire, c'est pas nécessairement des pros chacun pour qui s'occupe des enfants, qui va faire le barbecue ou le reste, mais de façon, bizarrement, à ce que toutes les tâches soient assurées, et ça se fait toujours comme ça. Eh bien, pour que ça se passe bien, 2 grandes recommandations, en fait, et règles à ne pas oublier. C'est tout d'abord s'assurer que c'est équitable, donc fair process, que ça soit vraiment fait de façon bienveillante et que tout le monde y trouve son compte et comprenne pourquoi, et de façon éthique dans le respect des règles, des valeurs, les valeurs de la famille quand c'est la réunion familiale, et les valeurs de l'entreprise, comment on fait du business ici. Voilà. Quelques exemples que vous avez déjà vus, ce qui explique dans cette façon de faire pourquoi des constructeurs automobiles ont fabriqué des respirateurs en un temps record, que Chanel fait des masques. Récemment, vous avez vu Blablacar, en 3 semaines, ils ont sorti l'offre Blabla Help. J'ai une communauté de gens qui se portent volontaires pour transporter des personnes quand ils font un trajet. Et ben cette même communauté se porte volontaire. Quand je vais faire mes courses, je vais faire les courses aussi pour mon voisin, ma voisine. Du coup, on a déjà la communauté, les référencements, on sait qui c'est pour garantir l'honnêteté, le profil, etc. Donc, c'est une façon de le faire. Vous avez vu les aménagements de pas mal de commerces avec les IGA-phones. C'est autant d'exemples qui vont se démultiplier sur comment on va organiser la nouvelle vie, donc pour chacun ses implications, et autant d'opportunités pour tous les entrepreneurs. Voilà. Merci Joe. Merci beaucoup. Alors, vos questions, il y a une remarque de Brice qui dit qu'il a un bon outil pour modéliser tout cela, c'est Kanban Flow, je pense que c'est Kanban Flow probablement, oui, issu de la méthode Kanban. Alors c'est moins une question qu'une remarque. Je voulais ton avis là-dessus. Remarque, question. Il y a plein d'outils. Les outils les plus simples, c'est ceux qu'on sait maîtriser. Donc ça commence par des post-it pour ceux qui utilisent plutôt le post-it et qui les prennent en photo, qui savent les transmettre. Pour d'autres, c'est tout simplement des Excel ou des Google Spreadsheets. En fait, tout est bon à partir du moment où on sait partager l'info et documenter et obtenir des retours rapides. Donc oui, merci, bien sûr. Alors, et puis une question. Mes slides vont être disponibles comme à chaque fois avec un lien HTTP qui va vous être envoyé, ou s'il n'est pas disponible tout de suite, je suis sûr que Eugénie va s'en occuper. Parfait, peut-être une dernière remarque. Voilà, une autre ressource qui est mise à disposition par Arnaud sur Medium.